Bonjour à tout le monde, donc bienvenue dans la deuxième émission de Realize Note. Donc Realize Note, je rappelle, donc c'est un format très court, 10-15 minutes, où on va essayer un petit peu de débriefer sur les dernières actus, les grandes tendances, et faire aussi un petit peu de prospective. Alors bienvenue à la rédaction de Programmer. Loïc, je suis très heureux de t'accueillir. Donc tu es développeur Java avant tout. Oui, consultant formateur chez Zenny Khalil, mais développeur Java avant tout, tout à fait. Voilà. Alors, on a voulu, avec toi, revenir un petit peu sur le monde Java, parce que mine de rien, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé autour de Java, notamment en 2021. Il y a pas mal de choses aussi que l'on va prévoir aussi en 2022, au bout du compte. Et c'est vrai que les projets autour du core code Java évoluent quand même maintenant plutôt bien, avec pas mal d'annonces qui ont été faites ces dernières semaines. Alors, on reviendra aussi très vite, alors même si ce n'est pas le cœur du sujet, autour de la fameuse faille, enfin des fameuses failles Log4Shell, donc Log4j, et tu nous donneras un petit peu ton sentiment à toi et comment toi tu ressens un petit peu tout ça. Alors, si déjà, effectivement, on tire un petit bilan de 2021, donc comme d'habitude, on a eu nos deux versions, mais j'ai cru comprendre que tu avais quelques coups de cœur à tirer de cette riche année. Ouais. Alors tout d'abord, 2021, c'était les 25 ans de Java. Java est sorti en 96. Il a été commencé à être conçu en 95, mais il est sorti en 96. Et une chose, force est de constater que Java n'est pas mort, même si tous les ans, des articles paraissent depuis 15 ans en disant que Java est une technologie morte, et que Java est toujours gratuit. Donc ça, c'est déjà intéressant. Depuis Java 9, il y a eu un rythme assez important d'innovation dans Java, grâce entre autres au changement de cadence de release, donc avec 2 releases par an, et le fonctionnement en release train qui fait qu'on peut plus facilement développer des fonctionnalités puisqu'on les intègre que quand elles sont prêtes. Alors ça me donne quand même effectivement un petit aparté. Est-ce que tu trouves que c'est trop rapide ou c'est une cadence qui te semble assez honnête, enfin bonne? Moi, je trouve que la cadence est intéressante. Alors après, ça fait que certaines releases sont assez creuses, donc assez proches des releases mineures que Java avait à un certain moment, et certaines releases sont beaucoup plus denses, un peu comme les releases majeures. Mais ça évite d'avoir les gros effets où on attend 3-4 ans et puis d'un seul coup, on a une version de Java qui est plus du tout compatible. Moi, j'ai fait des mises à jour d'applications de Java 13 vers 14, vers 15, vers 16, vers 17, et à chaque fois, on changeait le POM, l'image parent dans le Dockerfile, et tout passait, quoi. Parce qu'en fait, en ajoutant des fonctionnalités sans arrêt, on n'a plus de grosses disruptions entre deux releases. Et en plus, tous les frameworks qu'on utilise, parce qu'en fait, généralement, le passage d'une version de Java à une autre, ce qui est problématique, c'est pas tant pour notre application que pour les frameworks qu'on utilise. Spring, on utilise Spring, Quarkus ou tel framework de sérialisation. Et ces frameworks-là, de ce fait, ils sont mis en ordre de marche depuis maintenant 3-4 ans, où ils prennent en compte tous les changements dans Java, aussi bien les nouveautés que ce qui est supprimé, puisque Java commence à supprimer des choses. Ça, c'est nouveau aussi. Et de ce fait, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est un peu une rupture. C'est-à-dire que s'il y a encore des gens qui sont sur Java 8, ils n'ont peut-être pas encore cette habitude. Mais après, une fois qu'on commence à migrer à partir de 11, je dirais, en fait, les migrations sont beaucoup plus faciles. Et tous les frameworks migrant tout le temps, il suffit de mettre à jour ces frameworks et de changer la version de Java et ça fonctionne. Alors, pour toi, quels sont les principaux points que tu peux retenir pour l'année passée? Donc, en 2021, on a eu Java 17 et Java 18. Non, pardon, on a eu 16 et 17 en fait. Oui, c'est ça. Bon, je parlerai plutôt de 17-18 puisque j'ai pas repris les changements de 16. 18, il est features complete depuis un mois. On l'aura en mars ou en avril. Enfin bon. Donc en 2021, on a eu Java 17 qui était entre autres la nouvelle version LTS. Donc c'est quand même intéressant. C'est la nouvelle long tail support et il y a eu le changement d'une long tail support tous les 2 ans. Ça, on peut encore discuter. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Je pense qu'on verra aussi un peu comment les gens arriveront à migrer.
On a eu des choses assez intéressantes. Entre autres, on a eu beaucoup de nouveautés au niveau du pattern matching. Donc pattern matching pour instance off, puis pattern matching pour les switches. Et quand ils ont intégré le pattern matching pour les switches, on a eu aussi l'ajout d'un case nul dans le switch. C'est quand même super sympa. On peut maintenant utiliser des switches avec des objets nuls sans risquer le null pointer exception ou sans devoir faire un null check défensif avant. Et l'ajout des guards. Donc le fait de pouvoir dire dans un case, on peut aussi mettre l'équivalent d'un if en fait. Ce qui fait qu'on peut mettre deux cases, par exemple sur là c'était fortement utilisé sur le pattern matching sur les switches. Donc le pattern matching dans les switches, on peut faire des cases sur des classes. Donc maintenant on peut mettre par exemple case point et x supérieur à 10 et case point et x inférieur à 10. Avec le double E, donc ça c'est les guards. Donc ça permet d'enrichir très fortement les switches et d'utiliser des switches qui sont plus compacts dans la nouvelle écriture des switches à la place d'ensemble de if-else. Donc tout ce qui tourne autour du pattern matching, c'était vraiment très très intéressant. Il y en a eu en Java 16, en Java 17, il y en aura encore en Java 18. On a les records en Java, donc les records c'est une manière compacte d'écrire une classe qui ne sert qu'à porter de l'état. Donc une classe qui a simplement des champs. Ces champs sont immuables et on a une écriture très très compacte sur une ligne où on écrit la classe avec les champs et les getters, les accesseurs sont écrits, les toString, les equals par défaut sont écrits et ainsi de suite. Donc ça c'est assez sympa. C'est un peu comme les data classes en Kotlin, mais avec quelques petites différences. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et moi, j'en utilise régulièrement maintenant. Et ça permet vraiment, par exemple, si on doit créer des objets pour une couche de sérialisation ou des choses comme ça, c'est très sympa. C'est immuable, donc on ne peut pas les utiliser, par exemple, dans JPA, qui sont les grosses utilisations de Java Bean, mais c'est pas mal. Et dernièrement, dans Java 18, il y a eu deux petits trucs sympas. Il y a eu un Simple Web Server, donc une commande JWeb Server pour lancer un web server, comme ce qu'on a en Python, par exemple. Ça permet de prototyper des choses très, très facilement. Donc on lance un web server qui sert des fichiers depuis un file system. Et les codes snippets dans la Javadoc qui permet d'écrire des snippets de code beaucoup plus facilement que ce qu'on avait avant. Et les snippets peuvent être écrits dans des fichiers extérieurs à la Javadoc, ce qui fait qu'on peut les compiler, inclure des bouts de tests unitaires, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu des trucs sympas. Alors, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les specs de Java 18, effectivement, c'est une version un petit peu mineure, on peut dire, non ? Java 18, ouais, pour moi, c'est une release de stabilisation, c'est-à-dire que on est juste après la LTS, et en fait, tous les gros projets qu'on va aborder juste après, ils sont pas encore prêts, ils sont pas en cours de finalisation. Donc, dans Java 8, dans Java 18, il n'y a pas énormément de choses. S'il y a une chose qu'on pourrait noter aussi, quand même, c'est qu'ils ont déprécié la finalisation. Ça faisait quelques temps qu'ils y réfléchissaient, donc là c'est un pas en plus vers la suppression de la finalisation, alors qui est certainement pas pour tout de suite, mais le mécanisme de finalisation a été déprécié. Donc ça c'est quand même important. Et par contre, on retrouve aussi en preview donc tout ce qui est les API vector, du foreign function, de la memory API aussi. Ouais. Donc ça c'est la suite un petit peu de ce qu'on retrouvait déjà avec la version actuelle. Ça, c'est Panama, c'est le projet Panama, donc ça fait quelques temps qu'ils travaillent dessus. Donc, grosso modo, le projet Panama, le but, c'est de faciliter l'appel des librairies étrangères, des librairies natives, donc par exemple une librairie C en Java. Donc, il y a deux choses différentes. Il y a la capacité d'appeler des librairies natives et de gérer des segments de mémoire entre le process Java et la librairie native. Donc, c'est de la mémoire off-heap. Et donc, entre autres, il y a un outil JExtract qui permet d'extraire de générer du code d'accès à ces librairies C directement. En plus, c'est fait de manière hautement performante. Donc, le but, c'est d'être aussi performant que JNI, sauf que d'essayer d'être typé et beaucoup plus facile d'utilisation. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a la Vector API. Alors, la Vector API, je pense que ça pourrait révolutionner un peu le monde Java, parce que la Vector API, ça te permet de créer
d'exécuter des calculs de type SIMD, donc Single Instruction Multiple Data. Donc, c'est toutes les problématiques de vectorisation. Donc, aujourd'hui, la JVM, quand on fait du calcul, elle va parfois automatiquement vectoriser les calculs. Elle va détecter certains patterns dans notre code et dire, bah, tiens, là, tu fais 4 additions. Elle va envoyer les 4 additions en une fois parce que il y a une instruction sur le CPU qui est capable de le faire. Je schématise, hein. Je ne dis pas du tout qu'elle fait ça, hein. Exactement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-vectorisation. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est basé sur le just-in-time compiler et c'est un peu limité à ce que la JVM est capable de détecter. Avec la Vector API, on va pouvoir exprimer des calculs sur des vecteurs, donc des calculs matriciels, et ensuite, on les écrit en Java. Et la JVM, en fonction de l'OS et de l'architecture CPU, elle va générer le code machine le plus efficace en utilisant justement toutes les instructions SIMD disponibles. C'est vrai que lorsqu'on est un développeur un petit peu de bas niveau, ça c'est ce qu'on retrouve très facilement avec les libs effectivement d'optimisation et de vectorisation qu'on va retrouver notamment chez Intel. Mais là, c'est vraiment du pur C++ en général, hein, évidemment. Ah bah voilà, c'est vraiment ça en fait. Hein. Le but, c'est d'éviter de devoir utiliser ces librairies bas niveau et que ce soit les ingénieurs de la JVM qui font tout pour nous. Donc, ça va ouvrir la capacité à... Il y a beaucoup de choses avant qu'on codait en Python ou en C parce que eux, ils ont toutes ces capacités d'exprimer des calculs vectorielles. Et là, maintenant, on va pouvoir le refaire en Java. Je pense à tout ce qui est calcul pour le deep learning ou le machine learning. Ça devrait beaucoup avancer dans ce domaine-là. Panama, il y a eu quand même énormément d'incubateurs sur la partie qui est appel aux librairies natifs. Ils doivent en être et aussi sur la Vector API. Donc là, maintenant, il y a 2 JEP. Donc, JEP, c'est les Java Enhancement Process. C'est le mécanisme par lequel se font les nouvelles fonctionnalités dans OpenJDK. Il y en a 2 qui sont en cours. Donc, moi, j'espère que pour 2022, on verra le projet Panama qui sera délivré en finale, en stable. Aujourd'hui, il faut... c'est des incubateurs modules. Donc, ça veut dire qu'il faut les activer expressément et que le jour où ils seront en finale, ils vont changer de package. D'accord. Alors, on va rebondir un petit peu ce que tu disais autour de Panama. Donc, parce que si on regarde un petit peu à la roadmap au-delà de Java 18, pardon. Donc, on nous annonce quand même pas mal de petites choses. Donc, il y a le fameux projet Valhalla qui s'annonce quand même comme le gros focus, comme le très gros projet qui peut être très intéressant pour la structure même du code. Donc, tu as rappelé le rôle de Panama qui peut jouer un rôle extrêmement intéressant aussi. Et moi, j'ai noté 2 autres projets qui sont toujours en cours. Donc, c'est le projet Loom et c'est le projet Ember. Donc, pour toi, c'est 2 ou 4 gros projets Java qu'on peut voir en 2022 ou 2023 pour toi? Panama, j'espère qu'on le verra en 2022. Ember, en fait, c'est un projet qui date depuis quelques années et qui continuera un peu parce que Ember, c'est un peu comme le projet Coin à l'époque. C'est l'ajout de nouvelles fonctionnalités, mais vraiment au niveau de l'API Java, donc au niveau du langage, des améliorations du sucre syntaxique. Et en 2022, on aura certainement des nouvelles fonctionnalités autour du pattern matching. Et entre autres, on aura certainement tout ce qui est déconstruction qui devrait arriver. Entre autres, la déconstruction des records ou des choses comme ça. Et il y a une JEP qui vient de sortir pour l'interpolation de string. Donc pour l'instant, ça s'appelle des templated strings. Mais on pourrait voir de l'interpolation de string en 2022 en Java. Donc ça pourrait être assez intéressant. Donc l'interpolation de string, c'est la capacité d'avoir une string avec à l'intérieur des variables et que les variables soient prises via les variables qui sont dans votre méthode. Voilà. Donc Loom, tu l'as cité. Donc Loom, le but c'est d'améliorer le modèle de concurrence de Java via des threads user mode. Donc aujourd'hui, quand on crée un thread en Java, c'est un thread OS qui est créé.
Et en fait, avec le projet Loom, le but, c'est de dire on aura un ensemble de threads OS et on va créer plein de threads. Alors, il y a eu plein de noms. Hein. C'était des lightweight threads, donc des threads légers, des green threads ou des virtual threads. Pour l'instant, je pense qu'ils gardent le nom de user mode thread ou peut-être virtual thread, mais bon, grosso modo, c'est des threads qui seront gérés par la JVM qui va scheduler elle-même les threads et ensuite les faire tourner sur les threads de l'OS. Donc là, le but, c'est un avantage ou pas pour toi? Le but, normalement, c'est de pouvoir créer des millions de threads. Alors, des millions, bon, il faudra peut-être voir, mais en tout cas, aujourd'hui, on est capable de faire tourner sur des machines classiques des centaines, voire quelques milliers de threads. Demain, on pourrait passer à 10 fois, 100 fois plus de threads. D'accord. Je ne sais pas si Loom arrivera en 2022 parce que... Alors, il y a une JEP qui a été ouverte pour Loom. Il y a les premières JEP. Mais il y a encore quelques soucis, entre autres, sur tout ce qui est, maintenance autour. Comment est-ce qu'on visualise les threads quand il y en a 100 000 comment est-ce qu'on fait un thread dump comment est-ce qu'on liste tous les threads. Donc, tout ce qui est outillage de la JVM aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions à se poser dessus. Valhalla va... Alors, là où Loom s'intéresse à la concurrence, Valhalla, il s'intéresse au système de type de Java. Donc aujourd'hui, en Java, on a deux types différents. Si on veut, on a les primitifs et les classes, les références. Et Valhalla va enrichir le système de type de Java via des nouveaux types. Alors au départ, il n'y en avait qu'un, maintenant il y en a au moins deux. Le but de Valhalla, c'est de coder comme une classe, mais que ça fonctionne comme un int, donc comme une primitive. Et donc, c'est aussi de combler le fossé entre les références et les primitives. Donc, il y a énormément de choses dans le projet Valhalla. Il y a 3 ou 4 JEP qui ont été créés jusqu'ici. Peut-être qu'on verra les débuts du projet Valhalla en 2022, mais c'est même pas sûr parce qu'en fait, ils ont déjà fait plusieurs implémentations différentes et à chaque fois, en fait, c'est un projet très complexe. Et à chaque fois, en fait, ils font des implémentations incrémentelles et ils rajoutent ça et on ne sait pas trop. Donc, l'idée derrière, c'est que, en fait, il faut savoir qu'en Java, chaque classe a une identité. L'identité de la classe va induire une indirection entre la référence de la classe et ses champs. Donc, quand on a un objet en mémoire, on a le header de l'objet, puis on a chaque champ. Chaque champ, si lui-même le champ c'est un objet, il y aura le header de l'objet et les champs. Okay. Et quand, par exemple, dans un tableau, on a le header du tableau, parce qu'un tableau, c'est un objet, et ensuite, on a une référence vers le header d'un objet, puis les champs de l'objet. Ensuite, dans le tableau, on a la référence sur le header du deuxième objet. Le but avec Valhalla, c'est de pouvoir avoir des structures compactes et de dire, si j'ai un tableau de ces fameuses structures compactes, je vais avoir le header du tableau, puis ensuite, au lieu d'avoir une référence vers le header de l'objet, j'aurai les champs de l'objet directement. Donc, à un moment, on appelait ça des inline classes, parce que c'est des classes où les champs sont en inline. Bon. Et c'est comme ça que fonctionne une primitive. Les primitives ne sont que de la valeur, elles n'ont pas d'identité, elles n'ont pas de header. On a donc 2 mondes différents, avec des limitations, et entre autres, à cause de ces limitations, on a dû créer les wrappers sur les primitifs, les objets, les classes longues, float et ainsi de suite, et integer. Et on a des limitations dans les génériques, parce qu'on ne peut pas faire des génériques sur des int, il faut faire des génériques sur des integers, le wrapper. En Java, quand on appelle Java est compilé en bytecode, et dans ce bytecode, directement, on va savoir si on manipule des primitifs ou des classes, et il y a un ensemble de primitifs limités. Donc, les bytecodes sont eux-mêmes typés. Donc, ça veut dire que là, on touche vraiment au fonctionnement le plus basique de la JVM quand on touche au système de type. Je te propose qu'on conclue un petit peu l'émission autour de la fameuse faille qui a tellement fait peur en décembre 2021. Donc, c'est Log4Shell, donc lié effectivement à la lib Log4j. Alors, toi, en tant que développeur et notamment dev Java, quel est un petit peu ton ressenti et comment toi tu as ressenti un petit peu les choses? Est-ce que c'était grave? Est-ce que c'était hyper grave? Ou est-ce qu'au bout du compte, c'était ouais, ok, c'est une faille, donc on s'en occupe. Alors, moi, c'est vrai que quand je l'ai appris, d'abord, j'étais un peu étonné parce que
C'était une faille 0D sur Log4j. Et on en entend parler le vendredi. Le CVE, il n'était pas encore créé. Le fixe n'était pas encore mis en place. Et donc, c'est un peu étonnant aussi, un peu la chronologie. On a eu l'impression au début que c'était un peu un coup d'annonce. Et donc, moi, en fait, dans l'équipe où je suis, on utilise du Quarkus en ce moment. Et Quarkus n'utilise pas Log4j. Donc, pour nous, c'était pas grand-chose. Après, on a commencé vraiment à entendre parler partout, tout le monde qui dit, voilà, il y a eu une cellule de crise qui s'est mise dans la société chez laquelle je travaille en ce moment. Et donc, nous, on a quand même fait le tour. On a vu que on avait des consoles d'admin qui étaient impactées. On avait aussi du Kafka Connect qui utilise Log4j. Donc, on a commencé un peu à devoir aussi quand même faire des mises à jour. Après, nous, on n'était pas exposés sur Internet, donc l'exécution de code à distance, il y avait quand même des risques minimums. Moi, ce que je vois, c'est que voilà, on a parlé de pas mal de choses à ce moment-là, qu'il faut pouvoir maîtriser ses dépendances, qu'il y a un problème de financement de l'open source, que les gens dans l'open source, parfois, ils prennent une fonctionnalité pour faire plaisir. La fonctionnalité, ils ne sont pas forcément fans de la fonctionnalité, ils la gardent très longtemps pour des raisons historiques. Donc, il y a certainement beaucoup de choses. C'est facile après coup de dire il aurait fallu ne pas faire comme ça ou des choses comme ça, mais bon, c'est un peu difficile à vraiment se faire une idée dessus. Après, est-ce que c'était la plus grosse faille informatique qu'on ait jamais eue? Je sais pas. Je pense aux failles des CPU Intel, Spectre et je ne sais plus laquelle, la deuxième, là, qui je pense était beaucoup plus massive, mais beaucoup plus compliquée aussi. Là, ce qu'il y a, c'est que c'est une faille, c'est pas si compliqué que ça à l'exploiter. Tout à fait, ouais. Après, effectivement, ce que l'on a vu aussi, c'est la rédaction de la Fondation Apache, donc qui est en charge de Log4j quand même, qui a multiplié en 3 semaines les versions, alors des bug fixes classiques. Après, on a eu droit, je crois, à 2 ou 3 versions entre guillemets majeures pour fixer, parce qu'en fait, on s'est aperçu que au fur et à mesure des patchs, on découvrait d'autres failles qui se rajoutaient. Et là, je crois que la dernière grosse version, là, a priori, fixe tout et corrige à peu près tout, là, je pense, maintenant. Ouais, alors, je ne sais plus exactement, mais grosso modo, il y avait 2 vecteurs d'attaque. Le premier vecteur d'attaque a été trouvé tout de suite, et c'était le plus problématique. Il a été corrigé très très vite, et après, les gens ont dit, tiens, on peut faire la même chose en exploitant d'autres vecteurs d'attaque. Et donc, il y a eu plusieurs petites failles. Mais par exemple, la première faille avait un score CVSS, donc qui est le score des vulnérabilités qui était de 10, le score maximum. Et la troisième, là, qui est la dernière, je crois, c'était du 6,6. 6,6, c'est du médium, c'est pas grand-chose. Ce que l'on peut se dire aussi, c'est étonnant que la faille apparaisse que maintenant, au bout du compte. Alors ouais, je crois que c'est une fonctionnalité qui est très très vieille. Alors je sais plus exactement, mais ça faisait plusieurs années que c'était là. Et a priori, il y a des gens qui ont trouvé un GitHub sur lequel la faille était visible depuis 6 mois. Donc il y a un chercheur qui l'avait trouvé il y a 6 mois, qui n'en avait pas parlé. Enfin, bon, il y a des choses un peu bizarres. Mais après, bon, ça a surtout fait travailler beaucoup de gens le week-end. Donc c'est un oui, tout à fait. Il y a eu des retours pas joyeux. Ouais, mais c'est la chronologie, c'est ce que je disais, qui m'a un peu étonné. Ok, écoute, ça va conclure notre deuxième émission de Realize Note. Loïc, un grand merci à toi. J'espère que ça a permis de recadrer un petit peu les choses, de donner un petit best-of effectivement du monde Java en 2021 et 2022 qui promet quand même pas mal, avec pas mal de petites choses. Donc, OpenJDK 18, donc oui, effectivement, ça devrait sortir vers fin mars, je crois. Et la 19, donc 6 mois plus tard, vers l'automne, si la cadence est respectée. Loïc, en tout cas, un grand merci à toi.